Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. Elle était attendue, très attendue, la réplique de la grotte Cosquer. Celle qui, depuis samedi, emmène le visiteur 30 000 ans en arrière, dans les profondeurs inaccessibles du Cap Morgiou. Autour de lui, au sous-sol de la Villa Méditerranée à Marseille, de la roche, de l'eau, des stalactites, des stalagmites et surtout, de magnifiques reproductions des peintures rupestres présentes sur les parois de la vraie grotte, site majeur de l'art pariétal au néolithique. Un parcours bluffant de 35 minutes dans les palmes d'Henri Cosquer, le plongeur qui l'a découverte en 1985. Parcours prolongé par une expo permettant de mieux connaître l'histoire de ce patrimoine menacé de disparition, mais aussi de mieux comprendre sa reconstitution, confiée à Kléber Rossillon, déjà à la manœuvre pour le facsimilé de la grotte Chauvet en Ardèche, qui accueille 400 000 visiteurs par an. Cosquer Méditerranée, c'est son nom, une plongée dans la préhistoire, c'est le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. Cosquer Méditerranée, c'est donc un immense projet culturel à 2 pas du Mucem sur le J4, un projet à 23 millions d'euros, financé à hauteur de 9 millions d'euros par la région, propriétaire de la Villa Méditerranée, où il est niché. Un projet que vous suivez pour la Provence depuis l'appel d'offres lancé en 2018, Laurence Mildonian, mais qui germe depuis les années 90. Oui, effectivement, en fait, dès 1994, Henri Cosquer et l'architecte André Stern, l'architecte marseillais, avaient eu l'idée d'une réplique et plusieurs lieux avaient été envisagés, plusieurs projets avaient été imaginés. La ville avait repris d'ailleurs cette idée-là pour espérer aménager cette réplique de la grotte Cosquer dans le fort d'Entrecasteaux en 2011. C'était même une délibération qui avait été votée en conseil municipal, mais c'était resté sans suite. Il a fallu attendre finalement 2016. Et l'élection de Christian Estrosi à la tête de la région pour changer en fait la donne, puisqu'il ne savait pas quoi faire de la Villa Méditerranée qui était une coquille vide depuis son édification en 2013 et il disait qu'il faut lui trouver une destinée et pourquoi pas finalement aménager cette fameuse réplique de la grotte Cosquer dans cette Villa Méditerranée. Et donc en 2018, c'est Renaud Muselier qui est désormais le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui en fait lance un appel d'offres pour réaliser cette restitution de la grotte Cosquer dans l'enceinte de la Villa Méditerranée. Et tout de suite, on a 2 candidatures qui émergent, celle présentée par Kléber Rossillon et l'architecte marseillaise Corinne Vezzoni, qui a déjà été à l'œuvre sur la réplique de la grotte Chauvet en Ardèche. Et en face, on a le fameux projet de l'architecte marseillais André Stern, associé à Culture Espace, qui a déjà réalisé la réplique de la grotte Lascaux en Dordogne. Et finalement, ce n'est pas le projet d'André Stern qui est retenu, mais celui de Kléber Rossillon, et c'est celui aujourd'hui qu'on peut découvrir dans l'enceinte de la Villa Méditerranée. Une concrétisation qui réjouit Henri Cosquer, au micro de Philippe Laurençon. Moi, je suis fier de ça parce qu'en fin de compte, à un moment donné, il y a un architecte qui est venu me voir. C'est André Stern, il m'a dit qu'il faudrait qu'on arrive à faire une reconstitution. On s'est battu pendant 20 ans pour arriver à mettre ça dans les couloirs de la politique. On a fait 4 projets et puis là, celui-là, c'est le 4e. Et puis après, en concurrence d'appel d'offres, on ne l'a pas eu. Mais l'essentiel, c'est que ça se fasse. C'est que ça vive, que ça ne reste pas dans des tiroirs, comme ça arrive un peu trop souvent. Le public peut donc enfin découvrir les trésors de la grotte grâce à un facsimilé anamorphosé, autrement dit une recomposition permettant de montrer toutes les richesses du site en taille réelle, mais sur 1750 m² contre 2300 m² au Cap Morgiou. La grotte Cosquer est exceptionnelle pour son entrée à 37 mètres sous la mer. Elle l'est aussi pour sa situation géographique. On découvre cette reconstitution assise dans de petites nacelles électriques avec un audio-guide enregistré par le comédien Philippe Cobert. Vous avez suivi ce parcours. Le résultat est-il à la hauteur des espérances ? Alors franchement, passer le petit moment ludique qui fait que quand on rentre en fait comme dans un parc d'attractions, dans ces modules d'exploration, on se laisse rapidement emporter par le mouvement qui est très fluide en fait sur ce parcours et qui nous plonge tout de suite dans la magie de cette grotte reconstituée qui est très minérale et on comprend d'abord tout de suite pourquoi Henri Cosquer parlait de ce jardin minéral qu'il avait frappé au premier abord la première fois qu'il était rentré, parce qu'effectivement c'est assez frappant, on a beaucoup de formes assez particulières dans la grotte, des roches qui
scintille et c'est assez magique pour rentrer dans l'ambiance. Et puis apparaissent alors rapidement les premières peintures, les premières gravures, les chevaux, les panneaux de chevaux qui suscitent tout de suite l'admiration parce que là on oublie complètement qu'il s'agit d'une reconstitution. Le travail a été mené de main de maître par les ateliers d'Archéos et d'écodiffusion en Dordogne et près de Toulouse. Ce sont des spécialistes vraiment de cette copie conforme puisqu'ils ont travaillé sur la grotte Chauvet avec une précision extrême. Ils utilisent les mêmes procédés, les mêmes gestes et les mêmes pigments qu'avaient utilisés nos ancêtres. Pour avoir discuté avec l'un d'entre eux, Gilles Tozello, ce qui nous paraît être un trait très simple peut demander énormément de travail puisqu'il faut reproduire exactement la vitesse d'exécution de notre ancêtre artiste et ce n'est pas aussi évident qu'on pourrait imaginer. Et puis il faut recréer également toute l'apparence d'humidité de la grotte. Tout a été conçu vraiment pour donner le sentiment qu'on est vraiment dans une grotte sous-marine et c'est assez bluffant. La réplique est parfaite et ce que confirme d'ailleurs Henri Cosquer lui-même qui dit qu'on se casse le nez là-dessus. On l'écoute. Je suis content quand même parce que grâce aux artistes et à toutes les équipes qui ont travaillé dans la grotte, à avoir quelque chose à l'œil qui est très fidèle, comme dans la vraie grotte. Je vous garantis, c'est à se casser le nez entre le vrai et le faux. Et l'avantage qu'il y a, c'est que dans la vraie grotte, pour venir d'un point de l'entrée de la grotte à ici, il y a 7 mètres de dénivelé, des endroits où il faut vraiment crapahuter. Et ça n'aurait pas été possible pour le public, quoi. Et le fait d'avoir fait l'anamorphose de la grotte, l'avoir modifiée et d'avoir un sol au niveau zéro constant, ça va permettre à monsieur tout le monde de découvrir ces peintures, gravures et les représentations de main, qui sont en fin de compte les premières représentations de l'histoire des Marseillais, quoi. On est dans une immersion dès le départ, dès l'extérieur en fait, on commence petit à petit à se mettre dans l'ambiance. Oui, alors l'idée qui a été proposée, c'est de rentrer, puisque la Villa Méditerranée est adossée à un bassin en fait, et donc dès l'entrée dans la Villa Méditerranée, on passe un ponton, et devant ce ponton se trouve la copie du Cro-Magnon, le bateau avec lequel Henri Cosquer a navigué et a plongé pour aller découvrir la grotte Cosquer. Et donc on passe ce ponton, et une fois qu'on traverse, qu'on entre dans la Villa Méditerranée, on découvre un club de plongée reconstitué avec des éléments qui ont été donnés par la Fédération française des sports nautiques sous-marins et qui nous permettent de rentrer, j'allais dire, dans le vif du sujet. On passe également devant le café brasserie Le France, qui est le QG toujours de Henri Cosquer à Cassis. Et puis, on rentre dans cette espèce d'ascenseur qui a été transformé en scaphandrier qui permet en fait à tout un groupe de rentrer, de s'immerger vraiment dans la grotte avec des hublots qui donnent l'impression en fait qu'on descend, puisqu'il y a des écrans qui retransmettent des images de descente sous-marine avec des véritables poissons qui ont été filmés au large de Morgiou il y a quelques semaines et qui sont assez bluffants. Oui, parce que la réplique de la grotte est en sous-sol. Et c'est toute l'idée, c'est que pour les concepteurs, il était logique en fait de se retrouver en sous-sol et sous la mer, puisque finalement il y a un bassin, donc ça se retrouve sous ce bassin-là. Et donc oui, on a vraiment le sentiment de rentrer. D'ailleurs, on n'a plus du tout la clarté de la Villa Méditerranée. Quand on rentre dans le sous-sol, on se retrouve vraiment immergé, c'est obscur et on a l'impression vraiment d'être dans la grotte. Une fois en place sur le parcours, qu'est-ce qu'on peut voir très concrètement ? Les modules permettent en fait de traverser ce parcours de manière très fluide, mais en permettant à chaque fois d'avoir un élément lumineux qui apparaît et qui montre de façon assez explicite le dessin ou la peinture ou la gravure à voir. Pour les gravures, c'est un faisceau lumineux qui est posé par-dessus, qui permet de voir très nettement, ici un phoque, là une antilope. Donc on va retrouver notamment aussi une scène de pingouins, en fait, 3 pingouins qui apparaissent très nettement au regard du visiteur, parce qu'à la fois on lui dit à quel moment on passe devant, et puis qu'en même temps c'est la seule partie qui est éclairée, et c'est assez magique au fur et à mesure qu'on avance dans le parcours. On retrouve également des bisons assez bluffants de réalisme et des chevaux évidemment. Riche de plus de 500 entités d'art pariétal, mais très difficile d'accès, à 37 mètres de profondeur au bout d'un long boyau immergé de 116 mètres, la grotte Cosquer a été fermée en 1991 après que 3 plongeurs ont trouvé la mort en voulant y accéder. C'est à ce moment-là qu'Henri Cosquer l'a déclaré, 6 ans après l'avoir dénichée, ce qui a permis ensuite de la classer.
C'est une découverte fortuite et majeure, Laurence Mildonian? Oui, tout à fait, parce qu'on a pu constater au fur et à mesure de l'exploration de cette grotte qu'elle est d'une richesse exceptionnelle qui a pu être préservée parce qu'en fait, son accès a été condamné pendant plus de 20 000 ans par la montée des eaux qui a fait suite à l'ère glaciaire. Et on se retrouve avec des œuvres qui n'ont pas été altérées, qui commencent à l'être aujourd'hui à cause de la montée des eaux, mais qui en fait regorgent d'indications sur ce que pouvait être Marseille et son paysage il y a près de 33 000 ans. Et c'est assez fascinant parce qu'on se retrouve avec des pingouins et des phoques qui étaient bien sur ce terrain-là, sur ce paysage-là à l'époque. Il faut imaginer que c'était les Calanques étaient d'immenses falaises qui donnaient sur une vaste plaine dans laquelle s'ébrouaient des chevaux, des bisons et des aurochs. On a du mal aujourd'hui à imaginer cela parce qu'il faut arriver à se mettre en tête que la mer était 120 à 130 mètres plus bas qu'aujourd'hui. C'est cette même montée des eaux qui menace les œuvres et rend leur reproduction encore plus importante. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce qui prime, c'est justement la préservation de ce patrimoine et le temps presse parce qu'on a pu le constater en 10 ans. Les premières œuvres, notamment le panneau des chevaux, est assez explicite là-dessus. En raison du dérèglement climatique, la montée des eaux s'est accélérée et on arrive régulièrement sur des phénomènes de marée qui finissent par dégrader des œuvres peintes et qu'on perdra à jamais dans quelques années. Donc aujourd'hui, la course contre la montre a été engagée par les scientifiques qui ont numérisé intégralement avec des appareils extrêmement précis qui permettent une numérisation 3D inframillimétrée de tout l'intérieur de la grotte et qui permet, au-delà de la reproduction, de préserver des données scientifiques qui vont pouvoir permettre vraiment d'étudier tout ce qui se cache à l'intérieur de cette grotte. Et même si justement on sait déjà que le peu de public aurait pu y avoir accès compte tenu des difficultés d'accès à cette grotte, mais aujourd'hui c'est une véritable chance de pouvoir montrer qu'il existe un patrimoine si miraculeusement conservé et si fragile, en fait, à 4 km seulement du Vieux-Port. Et c'est ce qui donne une dimension pédagogique aussi à ce centre de restitution, puisque tout le niveau du porte-à-faux est consacré à la montée des eaux et aux dégâts en fait que peut causer le dérèglement climatique. Donc on se retrouve avec notamment un paysage qui est diffusé sur un écran panoramique qui montre la rade de Marseille telle qu'elle est aujourd'hui et qui la montre aussi dans le passé. Donc on revient avec un paysage d'il y a 33 000 ans, d'il y a 6 000 ans à l'époque de la fondation de Marseille. Et puis aujourd'hui, on a une projection qui est aussi donnée avec des données scientifiques qui ne relèvent pas du fantasme, mais qui s'appuient sur les données scientifiques actuelles de Marseille, de la rade de Marseille en 2100, dans laquelle on voit la digue du Large qui est quasiment submergée. Cette montée des eaux est assez flagrante puisqu'il y a 33 000 ans, il n'y avait pas d'eau à cet endroit-là et aujourd'hui, on est clairement devant le port puisque c'est vraiment ce qui est donné à voir, c'est le paysage qui est derrière la Villa Méditerranée. À l'époque où les artistes préhistoriques fréquentaient la grotte, le niveau de la mer était 100 à 120 mètres plus bas. Et c'est donc les sujets qui vont être abordés ici. Et on va commencer cette visite, la visite de la galerie Méditerranée. La réplique de la grotte est bien sûr au cœur de Cosquer Méditerranée, mais c'est complété par d'autres espaces. Oui, à l'issue du parcours avec les modules d'exploration, on se retrouve devant une petite vidéo qui explique le travail des artistes plasticiens qui ont travaillé à cette reproduction. Et puis, on continue par l'auditorium, l'amphithéâtre Jean Courtin, dans lequel un film de 9 minutes est projeté, qui raconte l'histoire de la découverte d'Henri Cosquer. Et on monte ensuite dans les niveaux supérieurs et on se retrouve dans le porte-à-faux. Avant d'intégrer le porte-à-faux, on découvre d'abord ce qui était le paysage des Calanques de Marseille, il y a 33 000 ans. C'est assez magique parce qu'on retrouve cette fameuse scène de falaise immense que sont les Calanques, mais sans la mer, et donc une vaste plaine sur laquelle on découvre des animaux, ceux qui sont représentés dans la grotte Cosquer, et qu'on retrouve un peu plus loin quand on entre dans le porte-à-faux, qui sont représentés en grandeur nature, dans les mêmes positions que celles qui sont décrites par nos ancêtres dans les peintures et les gravures. On retrouve les scènes des pingouins, on retrouve les scènes des bisons et des chevaux, bien sûr, tout ça avec une dimension taille réelle qui donne un petit peu une impression assez forte quand on voit que c'était des animaux qu'ils chassaient et tuaient pour vivre. Au total, en plus du parcours dans la réplique de la grotte elle-même, ce sont 1325 m² d'expo permanentes qui sont à découvrir,
De quoi attirer, selon les estimations, des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Les équipes de Kléber-Rossillon tablent sur 600 à 800 000 visiteurs la première année, puis 500 000 par an. Ce n'est pas un chiffre délirant, puisque c'est ce qu'on retrouve globalement à Lascaux et à Chauvet, sachant que ce sont des répliques qui se situent sur des zones qui ne sont pas des zones urbaines comme Marseille. Donc on peut imaginer qu'avec les croisiéristes, les touristes et évidemment tous les locaux, on va rapidement atteindre ce chiffre-là. Ce week-end, Cosquer Méditerranée a déjà fait le plein avec 13 000 visiteurs. Des visiteurs partagés sur le système de nacelles d'exploration, mais conquis par les lieux. Fiona Hunevis est allée à leur rencontre. Les impressions sont très primaires, à l'image de ce qu'on a pu découvrir cet après-midi. C'est très émouvant. La reconstitution est extraordinaire. Les commentaires sont calés avec ce qu'on découvre. Et je le redis, c'est très émouvant. C'était trop bien. J'ai rien à dire, c'était trop bien. J'ai adoré, j'ai trouvé ça assez exceptionnel, magique. J'ai bien aimé, j'ai juste été un petit peu dérangé par le fait qu'on soit dans des petits wagonnets, mais on aurait aimé plus déambuler à notre guise, mais sinon l'audio est vraiment bien. C'est vraiment à voir au moins une fois, hein, parce que je trouve que ça c'est quelque chose qu'on ne verra peut-être plus. On a vraiment l'impression que c'est une vraie. Très intéressant, le système de petits trains qui tournent sur lui-même, ça rend les choses très dynamiques. Et c'est passionnant, c'est très fascinant de voir en fait les mains, les dessins qu'ils ont faits, de savoir que des hommes il y a 30 000 ans ont pu faire ça, c'est-à-dire qu'ils étaient quand même déjà très intelligents. Donc c'est vraiment bluffant d'imaginer qu'il y a 30 000 ans les hommes étaient capables de faire ça. Ça manque un peu d'interaction, d'être assise tout le temps, mais bon, en tout cas c'est très intéressant. Ça nous projette à travers l'histoire et c'est très sympa. En pratique, la visite est possible tous les jours, de 9h à 21h, à partir de 3 ans, et payante à partir de 6 ans. 16 € pour un adulte, 10 € pour les 10-17 ans, et enfin 5 € pour les 6-9 ans. La réservation en ligne est conseillée sur www.grotte-cosquer.com. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Merci à Laurence Mildonian d'être passée par Bande Passante. Et à très vite pour un nouveau rendez-vous sur laprovence.com, mais aussi sur les différentes plateformes Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict ou encore Google Podcast.